Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Proximus a besoin de gens avec des compétences différentes. C'est en ces mots que l'Écho résume ce matin la situation dans l'entreprise publique autonome. Elle veut se séparer de 1900 personnes et en engager 1250. Alors, est-ce que le personnel devient obsolète, comme on peut le dire, de certains objets et est-ce qu'il faut en changer? Didier Gauzoin, c'est la première question. Mais d'abord, c'est très choquant, ce genre de déclaration, de dire j'ai du personnel et il a perdu des compétences ou il n'a pas acquis de nouvelles compétences pour évoluer dans l'entreprise. Je rappelle qu'il y a une obligation légale. Chaque travailleur que vous êtes, que tous ceux qui nous écoutent, il y a une part de leur salaire qui est retenue pour alimenter un fonds de formation sectorielle, pour mettre à jour le personnel. Et donc, je m'étonne qu'on n'utilise pas ces moyens. D'ailleurs, le fonds TIC, le fonds des nouvelles technologies, n'a pas épuisé depuis 2 ans les budgets impartis pour former le personnel existant. Donc c'est une obligation de l'entreprise, c'est une obligation des patrons et des syndicats de former le personnel, les travailleurs existants, parce qu'il y a une retenue de salaire, de cotisation qui va alimenter un fonds. Et donc je m'étonne de cette question qui semble dire qu'ils n'ont pas fait leur travail pour former celles et ceux qui étaient en dépassement, vais-je dire, technologique. Alors sur ce point-là, la CEO de Proximus dit jusque-là, les formations que nous proposions, comme celle en cybersécurité qui s'étale sur un an, n'ont attiré qu'un tout petit nombre de gens, principalement du côté des experts. Elle dit, je peux comprendre parce que ça demande un effort et on n'en a pas toujours envie ni la capacité. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que si on avait dit très clairement à ces travailleurs que s'il n'y avait pas de formation, il y avait le risque à un moment donné d'être déclassé, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'engagement volontaire. Il y a un déficit de formation permanente. Vous savez, je me bats depuis 4 ans pour que dans les entreprises, on fasse de la validation des compétences. La validation des compétences, c'est permettre à un travailleur qui vient avec des compétences données de pouvoir évoluer dans sa carrière, de pouvoir même changer de job éventuellement parce qu'il est formé en permanence. C'est l'avenir, c'est ce qu'il faut en tout cas mettre en place dans toutes les entreprises et manifestement le monde économique aujourd'hui passe, je dirais, la patate chaude à la société en disant je licencie 1900 travailleurs et puis à charge de la société de les former. Alors que je dis, il y a eu des retenues financières pour la formation de ces travailleurs. Ouais, un professeur d'économie de l'UCL, Vincent Vandenberg, disait ce matin, c'est l'illustration d'un problème qui dépasse Proximus et qui touche de nombreuses entreprises. En Belgique, on n'est pas équipé pour gérer le personnel vieillissant. Vous confirmez? Mais non, ce n'est pas vrai, j'infirme. Il y a, je le rappelle, dans la structure du salaire, 1 ou 2%. Oui, est-ce qu'on l'utilise, si on ne l'utilise pas, c'est que ça ne fonctionne pas? Écoutez, ces fonds sectoriels, ces moyens sont gérés par les patrons et par les syndicats. Et on constate, d'abord, c'est une boîte noire. Personne ne sait exactement les moyens qui existent dans ces fonds sectoriels. Et pourtant, c'est de l'argent des travailleurs. Et personne ne sait, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'évaluation sur le bilan, sur les actions entreprises, etc. Je me suis toujours étonné de cette opacité. Et on ne parle pas d'1 million, hein. À l'échelle du pays, ce sont des centaines de millions tous les ans. Et donc, on ne peut pas invoquer sa propre incurie. C'est de la responsabilité des patrons et des syndicats de veiller à ce que leurs travailleurs soient en formation permanente et ne soient donc pas sur le risque à un moment donné de devoir être licenciés du fait de compétences dépassées. Vous avez l'impression qu'il y a une sorte de jeunisme par facilité? Oui, d'abord ça coûte moins cher, d'une part, et puis c'est tellement facile de renvoyer vers la société des milliers de travailleurs à charge alors pour la collectivité, pour monsieur et madame tout le monde, qui ne font pas partie de ces entreprises, de financer les formations de ces travailleurs devenus chômeurs pour les remettre sur le marché du travail. C'est quand même une gabegie. Il y a donc une absence de prise de conscience de la nécessité dès demain qu'un travailleur, quand il rentre jeune, il doit évoluer dans sa carrière, il doit évoluer dans ses formations. Et il faut que les moyens soient là pour que ces formations s'accomplissent et que le travailleur puisse soit évoluer dans son entreprise
soit aller vers d'autres horizons. Oui, ici, il va y avoir donc une série d'engagements, on l'a dit, qui seront surtout dans les TIC, les technologies de l'information et de la communication, dans le digital. Est-ce que immédiatement, maintenant, le marché bruxellois, il peut répondre il peut offrir finalement le personnel qui peut répondre à ces offres d'emploi? Oui et non. Oui, bien entendu, parce que heureusement, dans ces formations, dans ce cadre-là, il y a énormément de jeunes qui sortent, etc. Oui, mais l'étude d'Agoria montre que dans les 10 prochaines années, précisément dans ces secteurs de la digitalisation, notre société aura besoin de plus de 500 000 nouveaux travailleurs formés au TIC. Et donc, si, évidemment, les entreprises ne font pas leur travail de mise à niveau permanente de leurs travailleurs et vont chercher dans les nouveaux venus, eh bien, il risque d'y avoir alors un gap, comme nous le connaissons aujourd'hui, entre les demandeurs d'emploi et les offreurs d'emploi. Parce qu'on ne pourra pas à la fois rencontrer les besoins des entreprises qui n'ont pas assumé leur rôle de formation permanente et assumer les besoins de mutation de notre économie qui, c'est vrai, va vers une digitalisation plus poussée. Alors là, vous leur renvoyez la balle aux entreprises, mais du côté du politique, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire face à la situation actuelle? Je vous propose 3 possibilités de réponse. Sur le dossier Proximus, plus rien. Ou alors jouer l'influence, ou encore gérer l'après en aidant aux reconversions. Donc je précise d'abord que quand vous parlez du politique, c'est uniquement de la responsabilité du fédéral, puisque les régions n'auront en rien leur mot à dire, tandis que le fédéral est actionnaire à 53,5%, c'est le patron de Proximus. Et donc, effectivement, vu le statut de société, d'entreprise publique autonome, tout ce que peut faire le politique fédéral, c'est de l'influence. Ouais. Les régions, cette fois-ci, ne rentreront pas dans la danse, comme on l'a vu pour d'autres dossiers, parce que la loi Renault ne s'applique pas. Exact. Ouais, donc aucune intervention de la région. Non, ils seront peut-être informés par le ministre de l'Emploi pour nous dire il y a autant de Bruxellois, autant de Wallons, autant de Flamands, mais il n'y a d'une part aucune obligation d'information, donc peut-être qu'il y aura une information, mais je crois qu'avant d'imaginer ce scénario-là, je crois qu'il y a quand même d'autres scénarios à analyser. D'abord, le pourquoi, comment se fait-il, ça j'insiste, comment se fait-il qu'on a laissé, je dirais, se dégrader le capital formation de ces 1900 personnes que l'on veut mettre dehors? Alors, sur ça, on vous a entendu, mais Proximus, c'est quand même une entreprise qui a à peu près 13 000 emplois, c'est énorme, c'est 4 fois plus que Telenet, si on compare. Est-ce que c'est pas historiquement, structurellement, une entreprise qui était amenée à évoluer quand même vers une structure plus légère? D'abord, toutes les entreprises sont amenées à évoluer, et Belgacom avant et Proximus aujourd'hui. Mais soyons de bon compte, le politique fédéral commet beaucoup d'erreurs dans ce dossier. D'abord, il faut savoir que Proximus a hérité de toutes les missions de service public. Il y a encore le service de téléphonie mobile. Il développe la 2G, il développe la 3G, la 4G et demain la 5G. Les nouveaux opérateurs qui sont venus après Belgacom, après Proximus, n'ont pas nécessairement offert les mêmes services publics et donc n'ont pas les mêmes coûts. C'est pour ça que l'arrivée d'un 4e opérateur est une opération qui risque de déstabiliser les entreprises existantes et donc de détruire de l'emploi et certainement pas d'en construire de nouveaux. Ouais, la réponse de Dominique Leroy, c'est 4e opérateur ou pas, le plan social aurait été quand même mis en œuvre. Oui, parce que la digitalisation est en cours. Ouais. Donc c'était qu'une question de temps. Oui, en fait. mais enfin, le problème de la digitalisation, c'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle. Hein. Ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans que l'on sait qu'on va on va vers une mutation technologique. Et une entreprise de technologie, de l'informatique, de la digitalisation qu'est Proximus ne va pas découvrir en 2019 une évidence. Et donc la question, pourquoi ne s'est-elle pas suffisamment préparée à cette évolution à partir déjà de leur personnel existant? La suppression le retrait du projet d'un 4e opérateur, ça pourrait être quelque chose de bénéfique plus largement? 4e opérateur, c'est du pur consumérisme. Ça va faire diminuer pour un temps les tarifs, mais ça va détruire des emplois et ça va aggraver la situation environnementale parce que ça va faire augmenter les normes d'exposition parce qu'il faudra plus d'antennes dans les villes et à Bruxelles en particulier. Ça ne sera pas bon pour la santé, ça ne sera pas bon pour l'emploi et ça ne sera pas bon non plus pour la structure économique des 3 autres entreprises qui ont
des nécessités, notamment Proximus, de continuer à maintenir des services auxquels ne seront pas astreints le futur opérateur et devront faire des gros investissements pour pouvoir, bien entendu, rester dans la course. Et donc je crois que le rythme auquel on soumet ces entreprises est excessif. Le gouvernement fédéral est contradictoire. Il veut beaucoup de dividendes de Proximus, il veut maintenir de l'emploi, il veut de l'investissement dans la digitalisation et il veut créer de la concurrence supplémentaire. Ces quatre exigences sont contradictoires et provoquent évidemment les clashs d'aujourd'hui. Ouais. Vous parliez des normes d'exposition aux ondes GSM avec ce quatrième opérateur. Bruxelles avait été très fière à un moment de dire on a la norme la plus basse, maintenant a décidé de la revoir vers le haut. Comment vous réagissez ça? Nous serons toujours la norme largement la plus basse. Mais il est évident que pour développer la 5G, et qui peut dire qu'on peut se passer de la 5G et des avantages que peut procurer la 5G sur le plan de la santé notamment, de la mobilité. Il y a là un monde nouveau qui s'ouvre à nous. On ne peut pas, à Bruxelles, capitale de l'Europe, se priver de cette nouvelle technologie et de ce boom économique. Mais il est évident que la norme devra être revue à la hausse. Mais il faut évidemment contraindre cette norme pour qu'elle reste le plus bas possible. L'arrivée d'un quatrième opérateur va exactement dans le sens contraire, va faire exploser vers le haut la norme. Et donc moi, ce que je veux, et je le veux depuis que je suis aussi ministre de l'Environnement, quand j'étais ministre de l'Environnement, c'est essayer d'avoir la norme la plus basse, le temps aussi que certaines technologies disparaissent. La 2G est encore utilisée par certains d'entre nous qui utilisent l'appareil 2G. D'autres vont apparaître après pour compenser. Donc de toute façon, est-ce qu'on ne va pas vers l'avant de toute façon, vers une fuite en avant? Fuite vers l'avant, en quoi? Au niveau de la norme Si évidemment on ouvre à tout va à tout le monde, oui bien entendu qu'il va y avoir une explosion de la norme. Mais la question fondamentale, est-ce qu'on peut se priver de la 5G? Aujourd'hui, il n'y a aucun expert économique sérieux qui puisse dire oui, on peut s'en passer. Non, au contraire, ça a un bénéfice, notamment sous la santé, on pourra faire à distance des éducations, du suivi médical, etc. Et pour ça, il faut évidemment une norme 5G. Tout le monde accepte cela. On va devoir accepter une petite concession sur la norme, mais il faut que cette concession soit limitée. Et pour ça, c'est la raison pour laquelle, déjà depuis, nous avons d'ailleurs écrit, et j'ai écrit au gouvernement fédéral pour postposer ce projet d'arrivée d'un quatrième opérateur. Et très clairement, je soutiens l'idée que préalablement à un quatrième opérateur, il faut une étude d'impact socio-économique et environnemental, c'est-à-dire quel est l'impact socio-économique en termes d'emploi, en termes de coûts d'investissement et en termes environnemental que représente ce quatrième opérateur. Bien sûr, le fédéral n'a répondu en rien à cette demande. Voilà, on verra les réponses sur ce dossier dans les prochains jours, un dossier Proximus qui donnera lieu à sans doute un mouvement de grève déjà mardi prochain, c'est ce que les syndicats ont annoncé. Voilà, je vous remercie d'être venu sur ce plateau, je vous remercie de nous avoir suivis. Demain dans Les Experts, les invités seront Vincent De Wolf et Benoît Sorex. Belle fin de journée à tous.